2, 1, liftoff. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de Conquête de l'espace. Aujourd'hui, nous parlerons des événements qui ont marqué l'ère du spatial avec l'envoi des premiers animaux, puis hommes dans l'espace, ainsi que le début d'une réponse américaine pour contrecarrer les avancées et réussites soviétiques. Sur ce, c'est parti pour le deuxième épisode des Conquêtes de l'espace. Après l'envoi des Sputnik premiers dans l'espace, les soviétiques ne tardent pas à continuer sur leur lancée. Car le dirigeant alors au pouvoir, Nikita Khrouchtchev, demande à Korolev, le père du programme spatial de l'URSS, d'envoyer pour l'anniversaire de la révolution russe du novembre 1917 une nouvelle fusée, avec à son bord cette fois non pas un satellite, mais un être vivant. Se lance donc Sputnik 2, dans un souci de rapidité et de construction. Car du moment où Khrouchtchev demande à Korolev d'envoyer une nouvelle fusée et la date de lancement, il n'y a qu'un mois. Le lanceur, autrement dit la fusée, elle-même ne pose pas de problème, car ce sera un R-7 Mir 4 qui enverra le premier animal dans l'espace, donc déjà utilisé et fiable. Ce qui posera problème, ce sera la capsule abritant le futur être vivant, puisqu'il devra être conçu à la hâte. Bien plus imposant que son prédécesseur, Sputnik 2 sera donc un cône de 4 mètres de hauteur sur 2 mètres de diamètre, pesant plus de 500 kg. Avec à son bord une sorte de niche pressurisée, emportant tout le matériel nécessaire à la survie de l'animal choisi, dont de la nourriture empoisonnée pour l'euthanasie au cas où. Si j'ai employé le mot niche, c'est parce que l'équipe de Korolev décida que ce sera un chien à bord de la capsule, et plus précisément une chienne. Ce choix fut fait car une chienne, contrairement à un chien, ne devra pas lever la patte pour uriner, et donc la niche pourra être plus petite et moins lourde. Mais faut-il encore trouver la chienne qui ira la première dans l'espace? On choisit donc 3 animaux errants qu'on entraîna à voler dans des fusées à basse altitude, appelées sondes, à porter une combinaison, ainsi qu'à se nourrir à base d'un gel nourrissant. Ces 3 chiennes furent nommées Alpina, Laika et Muska. Laika est une bâtarde sans race précise et pèse seulement 6 kg. Ce sera elle qui sera retenue pour le premier vol. Le 3 novembre 1957, Laika s'envole vers l'espace et déjà tout va mal. Mis dans sa capsule 4 jours avant le lancement, le froid sur la base de Baïkonour de se relancer la petite chienne se fait ressentir, mais tout va bien. Le jour du lancement, le cœur de la première être vivante dans l'espace s'emballe. Le nombre de ses battements par minute double et passe de 103 à 240. Lors de la mise en orbite, un étage du lanceur, le dernier, ne se décroche pas correctement, ce qui a pour effet de bloquer le ventilateur. La capsule va à des températures infernales et monte rapidement jusqu'à plus de 40 degrés. 7 heures après son envoi, les contrôleurs au sol ne reçoivent plus de données sur les paramètres de vie de Laika. L'URSS affirme qu'après le vol, elle fut euthanasiée par la nourriture lui évitant ainsi toutes les douleurs du retour. Il faudra 45 ans pour qu'un docteur travaillant sur la mission avoue lors d'un rapport que Laika fut décédée 7 heures après son décollage. Au bout de 6 mois et de 2570 rotations autour de la Terre, la capsule, freinée par le peu d'atmosphère présente là-haut, rentra sur Terre et se désintégra dans sa rentrée. Laika fut la première et la seule jusqu'à ce jour à avoir péri dans l'espace, puisque tous les autres accidents mortels se passèrent au décollage ou à la rentrée sur Terre. Grâce à elle, les soviétiques auront assez d'informations pour envoyer le premier homme dans l'espace. Aujourd'hui, ce qui nous reste de Laika, c'est un bas-relief sur le monument des conquérants de l'espace à Moscou et une tombe en France à Villepinte. Mais ce qu'elle nous a vraiment laissé, c'est une porte ouverte vers le vol spatial habité. À la suite de Laika, l'URSS décide d'envoyer un homme dans l'espace. De leur côté, les Américains créent la NASA, acronyme de National Aeronautics and Space Administration. Le président alors au pouvoir, Eisenhower, décide de construire cette agence dans le but de fédérer tous les efforts du pays dans les projets spatiaux. C'est donc en juillet 1958 que la NASA voit le jour. Quelques mois après la création de celle-ci, le premier programme spatial arrive. Celui-ci est nommé Mercury, il a pour but de former les premiers astronautes et de les envoyer dans l'espace. La NASA choisit donc un groupe de 7 astronautes qui se voit être nommés les Mercury 7. Mais malgré les efforts du pays à créer un tout nouveau lanceur nommé Redstone, puis un autre plus puissant, Atlas, une nouvelle capsule, un module de survie et une tour de sauvetage, pouvant extraire l'astronaute d'un mauvais pas si le lanceur venait exploser lors du lancement. Tous les efforts nationaux et la formation de 7 astronautes intensifs ne suffiront pas à rattraper le retard que les Américains ont sur les Soviétiques, puisque le vol de Alan Shepard, premier homme américain dans l'espace, ne durera que 15 minutes et ne fera aucun tour de la Terre. Ce dernier sera donc le deuxième homme à aller dans l'espace, mais il a tout à envier au premier, Yuri Gagarin. Lorsque l'URSS choisit d'envoyer un homme dans l'espace, il faut choisir le bon, car c'est celui-là qui représentera pleinement la mère patrie. Parmi les 3000 candidats pour le recrutement, Gagarin a toutes ses chances. Jeune pilote, fils d'un père charpentier, et lui-même forgeron avant de devenir pilote. De famille pauvre, il incarne parfaitement les idéologies soviétiques. Ils seront 20 sélectionnés, mais ce sera Yuri le premier. Forte mémoire,
Réaction rapide, persévérant et développé intellectuellement, ce sera lui qui sera choisi par presque tous ses camarades de promotion lors d'un vote anonyme à être l'élu pour effectuer cette nouvelle réussite. Il suivra, comme 6 de ses camarades cosmonautes, des entraînements physiques, des sauts en parachute et des passages en centrifugeuse, ainsi qu'un apprentissage dans le simulateur de la toute nouvelle capsule Vostok. Choisi par ses camarades, par Korolev et par Khrouchtchev, il est décidé que Gagarine s'envole le 12 avril 1961. Les chances de réussite de son vol sont évaluées à 1 sur 2, mais c'est parti. Après quelques paroles du cosmonaute, la fusée s'élance dans le ciel. Korolev tient le contact avec Cèdre, le nom de code de Gagarine. À mesure que le lanceur prend de la vitesse, le passager à son bord subit un fort écrasement à son siège lié à l'accélération. 11 minutes après le décollage, Yuri se sent bien. Il est arrivé en orbite, il est donc le premier humain dans l'espace. Il entame une révolution autour de la Terre d'un peu moins d'1 heure. Et il affirme que l'homme peut travailler dans l'espace. Ce vol jusqu'à maintenant sans accroc va devenir un vrai cauchemar lors de la rentrée atmosphérique. La capsule ne présente pas son bouclier thermique vers l'avant, ce qui a pour effet de chauffer des parties du Vostok qui n'étaient pas autant protégées. La capsule se met à tourner sur elle-même et Gagarine, au bord de l'évanouissement, s'éjecte du véhicule spatial. Il continue donc sa descente en parachute et touche le sol 108 minutes après son décollage. Il se pose dans la région de Saratov. Les scientifiques du vaisseau ont calculé un atterrissage à 400 km de là où Gagarine s'est écrasé. Ce dernier va donc devoir trouver un moyen de contacter les secours. Après avoir défait sa combinaison au bout de 6 longues minutes, il tombera sur une grand-mère et sa petite fille effrayée par la chute du Vostok. Il les rassurera en leur disant, je cite, « N'ayez pas peur, je suis soviétique comme vous et je reviens de l'espace. » Une fois que Gagarine eut téléphoné à Moscou pour avertir les secours, il fut ramené sain et sauf. 2 jours plus tard, Gagarine est devenu le héros de l'URSS. À la suite de sa tournée mondiale, il recevra plusieurs titres et médailles. Le vice-président américain le félicitera également pour sa réussite. Dans l'attente d'un second vol, le héros de la mère patrie ne sera pas autorisé à repartir dans l'espace, car les dirigeants ont trop peur qu'il meure. Et malheureusement, lors d'un vol d'avion accompagné d'un instructeur obligatoire imposé par les autorités, il périra dans ce vol le 27 mars 1968. Gagarine ne verra donc pas le premier homme sur la Lune. Mais sa mort permettra une bonne fois pour toutes aux dirigeants de comprendre les dangers de l'espace et donc de prendre des mesures nécessaires pour la sécurité des vols. Entre-temps, les Américains continuèrent de rattraper leur retard avec Friendship 7 qui enverra John Glenn faire un tour de la Terre, mais à un peu moins de 11 mois après celui de Gagarine. D'autre part, les Soviétiques continuèrent leurs exploits avec le vol de German Titov qui cumule plus d'1 jour sur sa mission et 17 orbites, ainsi que la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Face à cette humiliation, les États-Unis vont-ils réussir à faire face? Quels seront les grands exploits des programmes spatials de ces grandes nations? Nous verrons tout cela dans les prochains épisodes de Conquête de l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tom Sol de la chaîne To The Moon. Sur ce, bye bye.